Je suis docteur Jérôme Mouniangui, ou Ankola. Je suis médecin, biologiste, et j'ai emboîté la carrière de la recherche. Et actuellement, je suis en train de faire ma spécialisation en infectiologie en France. Je peux peut-être me limiter par là sur les cursus académiques et scientifiques. Et voilà, auteur de plusieurs articles scientifiques. Voilà. Et actuellement, devant vous, pour essayer un peu d'échanger sur le point d'actualité. Depuis mon retour chez moi en République démocratique du Congo, à Kinshasa, c'est depuis le mois de mai que je suis rentré à Kinshasa, sous l'invitation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, afin qu'on continue à faire ce qu'on a commencé à faire depuis quelques années. Et aujourd'hui, nous sommes là, en train de faire le même travail, le même gymnastique scientifique. Dans un modèle animal au laboratoire en France, je ne vais pas entrer trop dans les détails biologiques, mais à l'issue de ces recherches au laboratoire à Paris, je me suis décidé carrément de consacrer toute une carrière dans la recherche de solutions alternatives, complémentaires même, à tout ce qu'on a comme traitement, on a comme médicaments dans les traitements de maladies, dans la prise en charge plutôt de maladies qui sévissent sur notre continent. Ça, c'est en 2014. Et en 2015, nous nous sommes lancés carrément à cette grande aventure de faire un essai clinique à base de la plante d'Artemisia, avec comme hypothèse qu'une simple tisane, à l'époque, je vais expliquer un peu, les gens qui croient que la tisane, c'est juste quelque chose de médecine traditionnelle, c'est faux, ils se trompent carrément. L'infusion, donc une tisane qu'une personne peut prendre, c'est une soupe moléculaire. Là-dedans, il y a plusieurs molécules. Nous, ce n'est pas... Que ce soit la différence, en fait, entre une tisane qui vient d'une infusion et une molécule qui est extraite d'une machine pharmaceutique. La seule différence, c'est là, on est juste en train d'extraire par des procédés de haute technologie. Et de l'autre côté, c'est les procédés purement traditionnels. Mais sur le principe de base, c'est la même chose en fait. C'est la même chose. C'est la même chose. Une infusion, ça vient de cette, je peux dire, de cette habitude en fait, thérapeutique de nos ancêtres qui ont eu cette imagination, je peux dire, hein, cette création, innovation presque, d'extraire de principes actifs dans l'eau. Donc une tisane n'est qu'un procédé pour l'extraction de principes actifs dans des pays qui n'ont pas assez de technologies pour extraire de grands principes actifs. Donc nous avons commencé à travailler sur cette formule au laboratoire en France pour qu'on arrive aujourd'hui à cette proposition de la posologie d'une plante, de 5 grammes d'une plante extraite dans 1 litre d'eau pour prise en charge de la malaria. Ça sort un peu de l'ordinaire, pour la simple raison que nous sommes ici d'une moule en fait, de la médecine biomédicale, qui nous a imposé une seule logique, qu'une maladie ne peut que se traiter par un seul principe actif, un comprimé, une injection. Mais avant cela, c'est ce qu'il faut se poser la question. Avant cela, il y avait des injections. Qui injectait nos ancêtres? Qui les soignait? Si on peut regarder les courbes épidémiologiques, l'histoire de maladies, quand on regarde le maladie avant l'arrivée des Blancs en Afrique et les maladies après l'arrivée des Blancs en Afrique. Quand est-ce qu'il y a eu assez de maladies? Vous allez comprendre avec moi l'histoire, les gens qui s'intéressent à l'histoire, vous allez comprendre que les maladies sont arrivées avec
en fait, je ne vais pas dire que les Blancs nous ont amené des maladies, voilà. Mais je dis que les changements d'habitudes traditionnelles du peuple africain, du peuple noir, le fait qu'on les impose aussi un autre mode de vie, cela fait à ce que nous puissions arriver à des courbes de maladies. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est très patent. Vous allez par exemple, nous sommes dans une transition épidémiologique en Afrique où les maladies non transmissibles comme les hypertensions, les maladies cardiovasculaires, les AVC, les diabètes, les cancers, aujourd'hui prennent de l'avance, je peux dire, sur les maladies infectieuses. Donc l'Afrique vient de faire cette transition, bon, on peut appeler ça une transition pacifique, hein, comme celle qu'on a assisté à la transition de 2018, où vous avez de l'autre côté les maladies des infections, qui est due à des microbes. De l'autre côté, vous avez des maladies non transmissibles. Et quand vous regardez pourquoi aujourd'hui nous avons beaucoup plus de cancers, chez les femmes, les cancers du sein, cancer du col de l'utérus. Chez les hommes, vous avez les hypertensions, tout ce qui est les maladies bénignes de la prostate. C'est dû beaucoup plus au changement d'habitude des Africains. Qu'est-ce qui fait à ce qu'aujourd'hui, qu'on trouve dans un continent africain, vous trouvez par exemple les maladies hépatiques comme les stéatoses hépatiques, ça veut dire un foie gras. Un foie gras ne pouvait s'observer qu'en Europe. Mais aujourd'hui, vous allez en Afrique, vous allez trouver du foie gras. Donc, il y a eu ces changements-là, ce mode de vie que l'Africain a copié, qui l'entraîne aujourd'hui, qui entraîne beaucoup plus de conséquences sur le plan maladie. Et d'ailleurs, on demande, si on dit recours à l'alimentation biologique, qui est le premier à avoir l'alimentation biologique sur le monde, qui est le continent africain? Mes parents ou mes grands-parents, mes ancêtres n'avaient pas besoin d'aller dans un supermarché pour aller payer ses pas des légumes, ainsi de suite. Il y avait les champs, tout est biologique. Et aujourd'hui, en Europe, l'alimentation biologique coûte trop cher que l'alimentation ordinaire due à des modifications génétiques des OGM. L'homme croyait résoudre un problème, mais on est en train de créer. En créant des maïs génétiquement modifiés, en créant des paddies génétiquement modifiés, en créant tout ce qui est OGM, on a créé d'autres conséquences beaucoup plus sur le plan sanitaire. C'est ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui. Je peux prendre un exemple aujourd'hui, la dépigmentation. Toute femme africaine veut devenir un peu blanche. Mais en créant l'hydroquinone, l'extraction d'hydroquinone pour dépigmenter un peu la femme africaine, ça entraîne beaucoup plus les cancers. Et si vous allez en France, par exemple, il y a des sociétés à Paris, je sais, qui fabriquent des lotions à base d'hydroquinone, mais ces lotions ne sont jamais vendues en France. Elles sont vendues en Afrique, sur le continent africain. Prenons aussi des exemples de pesticides, en fait. Vous avez des pesticides en France qui sont interdits déjà sur l'espace de l'Union africaine, ou même plutôt l'Union européenne et aux États-Unis, mais ces pesticides, vous allez les retrouver ici chez nous. Et d'ailleurs, on nous donne ça partout, on donne ça pour la culture maraîchère, ainsi de suite. Mais ces pesticides-là entraînent des cancers chez les personnes. Mais interdits en Europe, interdits aux États-Unis, mais autorisés sur le continent africain. Bref, en fait, dans cette vision, dans cette logique de choses qui nous ont poussé vraiment à dire l'Afrique n'est pas un dépotoir, en fait, où certaines personnes peuvent venir faire ce qu'ils veulent. L'Afrique, comme dans une conférence, on était dans une conférence, on parlait sur la recherche scientifique sur le continent africain. C'est inacceptable que l'Afrique ait les maladies et de l'autre côté, l'Occident a le moyen. Nous devions normalement avoir une position de force entre les deux. Parce que vous avez le moyen, moi j'ai les maladies. Mais la politique pour combattre ces maladies nous est imposée. Regardez dans toutes les publications africaines sur le plan médical, parce que je parle de mon domaine, sur le plan médical, depuis quelle année a commencé jusqu'à aujourd'hui, combien d'Africains, professeurs d'université, sont premiers auteurs d'un article quelconque. Et si vous regardez le financement dans le domaine de la santé, donc, moi j'ai toujours dit et je continuerai à le dire, il n'y a pas un seul domaine en Afrique vraiment à une dictature médico-scientifique que la dictature sanitaire. Tout est imposé. 60 ans après, les États africains
la RDC, qui est la grande nation, devait réformer sa politique sanitaire. Notre politique est à la merci de cette grande météo internationale où il faut dépendre en fait des subventions qui viennent de l'Occident, et ces subventions-là qui sont fixées uniquement sur base d'une politique qui est orientée vers une solution. J'aimerais par exemple, au lieu de vacciner des gens contre le choléra à Goma, qu'on puisse avoir des points d'addiction d'eau en fait. Parce que si le choléra est issu d'une maladie, c'est une maladie hydrique, si on améliore les points d'addiction d'eau dans les différents quartiers à Goma, on ne va pas vacciner les gens. Mais pourquoi aller dans la haute technologie de fabriquer un vaccin au lieu de résoudre seulement un seul problème d'addiction d'eau? Vous voyez, en fait, il y a une politique qui est fixée par les bailleurs de fonds et nous devons, nous, normalement, avoir notre propre politique. C'est dans cette logique-là, c'est dans ces combats-là que nous nous battons depuis que je commençais ces recherches. Proposer des solutions africaines aux problèmes africains. Si je peux paraphraser un peu le père d'indépendance, c'est un que j'adore beaucoup plus, c'est Lumumba qui disait ce n'est ni à Bruxelles, c'est pas à Washington, à Paris qu'on va écrire l'histoire de l'Afrique, que cette histoire doit être écrite sur le continent africain. Et moi, je peux paraphraser là en disant, il n'est pas question qu'aujourd'hui, que la recherche sur le continent africain continue à être menée par les chercheurs occidentaux qui deviennent des spécialistes sur nos maladies, alors que nous, chercheurs africains, congolais, nous sommes là pour les accompagner, pour les applaudir. C'est inacceptable aujourd'hui. Donc notre histoire scientifique, notre histoire médicale ne doit pas être écrite par l'étranger. De la même manière qu'on accorde beaucoup plus d'attention sur la sécurité, sur l'armement, on devait beaucoup plus accorder l'attention sur la santé des Africains. Parce que les maladies africaines génèrent de bénéfices pour les uns et de grands prix internationaux pour les uns. Tandis que de l'autre côté, vous avez une catégorie de scientifiques qui dépendent seulement de petites subventions qui doivent venir de l'extérieur. Alors, et nous avons regardé quelle est la pathologie qui intéresse beaucoup plus les gens. C'est la malaria. Quelle est la pathologie qui frappe aujourd'hui le continent africain? C'est la malaria toujours. Quelle est la pathologie qui frappe aujourd'hui la RDC? Je dis c'est toujours la malaria. Le corona ne tue pas, mais au moins vous avez 10 cas par seconde. Si nous sommes à 435 millions de cas chaque année de malaria, donc vous avez au moins 10 cas par seconde. Demandez combien de cas de corona que nous avons par jour à Goma. Si toutes les 30 secondes, 2, 3, même un enfant africain décède suite à une crise de la malaria, donc notre attention devait être focalisée sur cette pathologie-là. Si la malaria aujourd'hui nous coûte 1,3 de croissance sur le plan économique de notre croissance, en d'autres termes, le continent africain dépense tout autour de 12 à 13 milliards de dollars chaque année pour lutter seulement. Non, même pas pour lutter, pour contrôler la malaria. En RDC et partout sur le continent africain, nous nous sommes intéressés à cette grande question. Et pourquoi nous nous sommes intéressés à cela? Parce que les solutions actuelles qui sont proposées, dans la lutte contre la malaria, vous avez la lutte antivectorielle, donc c'est ça qu'on utilise les insecticides. Les anophèles, donc le moustique, deviennent résistants aux insecticides. Ce qui peut, vous pouvez pulvériser le soir votre insecticide, l'anophèle s'en fout carrément en fait. Elle s'est dit je m'en fous, je vais te transmettre la maladie. Donc la lutte vectorielle ne marche pas du tout. De l'autre côté, le médicament. Ça encore c'est catastrophique. Je ne sais pas pourquoi encore, je ne sais pas pourquoi des grands médias ne s'intéressent pas au trafic de faux médicaments. Ça c'est l'Eldorado en fait. C'est le trafic le plus jeté de la planète. Faites des calculs. Un trafiquant de la cocaïne, s'il investit 1000 $, je peux prendre un exemple. Si un trafiquant de cocaïne, s'il investit 1000 $, il peut être tout autour de 40 000 $ de bénéfices. Un trafiquant de fausses cigarettes, par exemple,
s'il peut investir 1000 $, il peut être tout autour, je ne sais pas, de 50 000 ou 60 000. Mais un trafiquant de faux médicaments, il investit 1000 $, il peut être tout autour déjà de 100 000 $ à cause de la démographie. Et les trafiquants de médicaments s'intéressent à deux grands pays sur le continent africain, le Nigeria et la RDC. Lisez les publications sur le trafic de faux médicaments sur le continent africain, vous allez comprendre que notre pays est le plus touché en fait parmi les pays qui sont en fait les pays où il y a un trafic de faux médicaments qui est très élevé. Or, les rapports de l'Organisation mondiale de la santé nous disent que le trafic de faux médicaments tue entre 150 ou 200 000 Africains par an. Ça, c'est un problème. Et en première position de ces trafics de faux médicaments, les antipaludéens. Donc, nous avons un problème de l'efficacité d'un produit qu'un Congolais peut prendre, en fait, pour se soigner. Deuxième problème, l'accessibilité à ces médicaments. C'est mieux qu'une personne qui est à Goma, dans des grandes villes, Kinshasa, Kindu, c'est pas Bukavu, mais aller à l'intérieur de la République démocratique du Congo, vous allez voir comment est-ce que la population souffre. Il n'y a pas de médicaments. J'ai toujours répété une réalité pour nous. Lorsque je menais ces essais cliniques, j'étais accompagné par des collègues français. Il y avait une qui c'était sa première fois d'arriver en Afrique. Et nous sommes dans une zone de santé très éloignée. L'accessibilité, il n'y a pas d'accessibilité, les routes, ainsi de suite. Et elle tombe malade. Elle fait une crise de la malaria. Tout autour, c'était vers 23 h, tout autour de la zone de santé, nous avons cherché une seule ampoule d'artésinate, nous ne l'avons pas trouvée. Ce qui fait que la personne pouvait décéder d'un moment à l'autre. Donc vous comprenez que nos milieux ruraux, il y a des maladies qui sévissent dans nos milieux ruraux actuellement, et ces maladies pouvaient trouver des solutions. Donc l'accessibilité aux médicaments. Et les coûts très élevés. Faites l'expérience ou demandez à la population combien ça coûte un traitement, la prise en charge de la malaria. Combien ça coûte? Si elle est simple, c'est bon. Si elle est très compliquée, vous allez arriver même au-delà de 100 $. Il vous faut des perfusions, il vous faut des achats de ceci. Et si encore votre enfant entre dans la phase compliquée de la maladie avec des anémies, il faut des transfusions, ainsi de suite. Donc, il y a un coût derrière la prise en charge de cette maladie-là. C'est ainsi que nous avions travaillé sur cette solution, qui est la plante Artemisia, connue déjà depuis des millénaires, utilisée dans nos traditions, qui fait partie de notre patrimoine médicinal en tant qu'Africain, donc l'Artemisia afra. Et de l'autre côté, vous avez l'Artemisia noire. Nous avons proposé cela et nous nous sommes dit, nous devons aller aussi dans un autre combat qui est un combat scientifique. Ce combat scientifique n'est pas facile, mais on s'est donné comme défi de répondre à certains critères de l'OMS et ainsi de suite et des autres grandes institutions internationales pour qu'on fasse ces essais cliniques. Nous avons réalisé ces essais cliniques. Ces essais cliniques ont été publiés. Il y a la première publication, je crois, c'était en 2018, en mois de novembre. Et l'autre, c'était début 2019. Je crois qu'il y aura des questions sur la rétractation. Je crois que ça fait polémique aujourd'hui. Pourquoi vos deux publications? Parce que j'en ai une dizaine, je crois, une vingtaine même de publications. On a retiré seulement 2. Et les gens s'accrochent toujours aux 2 au lieu de regarder les autres. De regarder les autres publications. Comme quoi les corbeaux n'est ni blanc ni noir. Mais pourquoi s'intéresser seulement les corbeaux et noirs? Donc, on a publié cela. On a avancé nos hypothèses scientifiques. Aujourd'hui, il n'y a aucune contradiction en fait. Il n'y a aucune contradiction. Personne ne nous contredit sur le plan scientifique. Il n'y a que la science qui peut détruire une autre science. Nous aimerions aujourd'hui que les gens nous proposent une autre science, que les gens nous proposent autre théorie, autre hypothèse que celle que nous avions émise. Voilà les grands problèmes. Donc, et Covid est arrivé. Covid pour nous, en tant que chercheurs africains, c'est juste, je peux dire même un tremplin. Covid pour nous, c'est juste une façon de demander, d'interpeller nos gouvernements, nos décideurs politiques à se consacrer vraiment aux vrais problèmes. Et les vrais problèmes pour nous, comment nous devons faire sortir notre système de santé de cette dépendance extérieure,
comment les chercheurs africains peuvent proposer des solutions à ces problèmes-là. Et comme le veut le souhait de mon président de la République, qui veut que les chercheurs, qu'on trouve des solutions pour les problèmes qui sévissent, ou les maladies plutôt qui sévissent chez nous. Donc pour qu'on trouve ces solutions-là, nous devons avoir des outils. Donc Covid est arrivé, et j'étais encore en France. Nous avions travaillé sur un protocole. Comme je vous ai dit, d'autres problèmes, comment nous pouvons proposer des solutions alternatives, complémentaires à celles qui existent déjà. Entre autres, les vaccins, les traitements, la chimiothérapie. Mais on se disait à l'époque, je crois que c'est tout le monde qui a prédit l'hécatombe en Afrique. Même nous, hein. Nous l'avons prédit que voilà, si cette maladie frappe à la même fréquence que ce qui se passe sur le continent européen, et nous allons ramasser des cadavres comme des mouches, comme l'OMS. C'est l'OMS d'ailleurs qui l'avait dit, c'est pas nous. Voilà. Mais il y a les continents africains qui s'en sortent un peu bien, parce que jusque-là, on n'a pas encore fini le corona est toujours là. Alors, nous avons travaillé sur des solutions qui peuvent être exploitées rapidement sur le continent africain, avec la défaillance de nos systèmes de santé. Nous avons des systèmes de santé qui sont fragiles, défaillants. Donc, il fallait trouver des solutions complémentaires. Et en cherchant des solutions complémentaires, nous avions proposé l'une de plantes qui revenait toujours en première position, c'était l'artémisia. Nous avons écrit un protocole. Ça, je crois que j'aurai toujours des questions sur ça. Quel est ton apport dans l'histoire de Madagascar, ainsi de suite. Voilà. Il y a même les gens qui en ont fait vraiment une carrière de parler seulement de Madagascar, de l'artémisia et de Jérôme. Donc, toute une carrière pour certaines personnes. De buzz pour nombre de vies parce qu'ils parlent seulement de Madagascar, du Jérôme, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qui s'est passé réellement? En janvier, nous sommes en train de travailler, janvier-février, et on entre, nous, en confinement en France au mois de mars. On commence à travailler sur des solutions. Des solutions qui peuvent être exploitées sur le continent africain. Et nous avons écrit aux différents ministres. Je reviendrai peut-être sur, dans des questions, la guerre, le front que nous sommes en train, pas la guerre en fait, nos idées que nous sommes en train d'avancer sur la prise en charge, dans la prise en charge plutôt de médicaments, plutôt la prise en charge de maladies sur le continent africain. Et nous avons envoyé nos protocoles, ce que nous appelons pour nous protocoles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci, ce sont les évidences scientifiques que vous émettez, et vous envoyez ça à une communauté scientifique pour leur dire, voilà, moi je pense, si nous prenons en charge le coronavirus dans tel aspect, nous pouvons arriver à réduire sa propagation, par exemple. Et en ce qui concerne la plante artémisia, qu'est-ce qui nous a poussé à faire cela? Premièrement, en 2015, nous ne sommes pas à la première flambée épidémiologique du coronavirus. Le coronavirus existe déjà, sous différentes formes maintenant. La souche actuelle qui fait autant de polémiques depuis la Chine, donc l'épicentre qu'on dit aujourd'hui, la ville de Wuhan, et avec tout a été polémique tout autour de la transmission de chauves-souris. Et quand vous regardez dans les marchés de Wuhan, vous avez de grands laboratoires, des hautes technologies qui sont classées des laboratoires d'armes bactériologiques ou biologiques. À 280 mètres de l'épicentre de Wuhan, vous allez trouver un grand laboratoire, et de l'autre côté, vous allez trouver. Mais quand vous regardez l'habitude alimentaire de marché à Wuhan, c'est comme on arrive à Goma, on dit que le Goma, il y a des gens qui mangent, et c'est pas tel animal. Mais il faut que vous arriviez sur le marché, que vous trouviez que ces gens sont en train vraiment de le faire. Dans les habitudes alimentaires de la population chinoise de cette ville-là, vous n'allez pas trouver les chauves-souris. Les chauves-souris sont localisées à un peu de molécules du VIH, ça fait de polémique. Et je crois que Luc Montagnier, qui est prix Nobel du VIH, en a été, je crois que c'était lui même l'auteur principal de cette grande polémique. Bon, comme il était blanc, personne ne s'en laissait intéresser à lui, on s'est laissé. Si c'était un noir, je crois qu'aujourd'hui le monde allait trembler. Donc, et on allait même dépublier, on allait même l'arracher son prix Nobel si c'était un noir. Mais comme c'était un blanc, personne, ils se sont dit on s'en fout. Les vieux, repose-toi en paix. Donc,
il y a eu cette pandémie qui est arrivée et nous avons travaillé sur cette solution-là, sur l'artémisia, pour plusieurs raisons. Nous avons d'abord commencé à regarder. Là, le virus, je vais les synthétiser un peu. Le coronavirus, c'est comme un intrus, un voleur qui veut entrer dans votre maison. Il est à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans cette maison? Ou dans cette salle, s'il vous plaît? Il faut passer par la porte. Si elle est fermée, il faut l'ouvrir. Et pour l'ouvrir, je dois avoir quoi? Une clé. Et voilà ce qui arrive. Donc, le virus, quand il va arriver, il a besoin. Le virus arrive avec les clés. Ou a déjà copié nos clés. La cellule, en fait, donc notre corps a, je peux dire même, de serrures. Pour que cette porte s'ouvre, il faut qu'il y ait une complémentarité de la clé de la serrure, en fait. Or, le coronavirus a des clés. Ces deux clés dépendent d'une grande chose. Je vais un peu résumer pour qu'on comprenne. Ces deux clés dépendent des hormones qu'on appelle les androgènes. Et ces hormones des androgènes, ça veut dire quoi? La personne ou les cellules qui vont exprimer les nombres élevés de ces androgènes-là, c'est cette cellule-là qui sera susceptible d'être contaminée par le coronavirus. Et quelles sont ces cellules? Ce sont les cellules du poumon qu'on appelle les pneumocytes. Et n'est pas n'importe quel pneumocyte, les pneumocytes de type 2. Or, pour que ces pneumocytes expriment ces portes d'entrée du virus dans notre corps, ça va dépendre de testostérone. Ce qui fait que les hommes sont beaucoup plus touchés que les femmes. Or, la plante Artemisia est connue déjà depuis des publications existent pour réduire un peu le nombre des récepteurs aux androgènes. Des similibus, comme on dit à latin, donc les traitements par similitude, lorsqu'on réduit le nombre des récepteurs, on réduit carrément l'entrée des virus dans la cellule. Ça, c'est parmi les hypothèses que nous avions émises à l'époque, que personne n'a contredit. À part le fait qu'on dit, ouais, c'est une tisane. Mais bien sûr, c'est une tisane. Bien sûr, c'est une tisane. Mais nous, ce que nous faisons, c'est regarder quelles sont l'efficacité cliniquement. Est-ce que nous arrivons à améliorer l'état de santé de mon patient? Moi, c'est ce qui m'intéresse en tant que médecin. Je prêtais serment pour d'abord soulager mon patient. Les autres intérêts, je m'en fous. Donc ça, c'était la première hypothèse. D'autres hypothèses, il y a des molécules antivirales dans l'artémisia, dont l'artémisinine, les quercétines, les zinc. Donc, vous avez toute une gamme, toute une ribambelle en fait, de molécules qui agissent contre le virus et qui tuent le virus. C'est ainsi que nous nous sommes dit, OMS, pays africains, voici une solution alternative. Nous n'avons pas imposé une solution pour remplacer le vaccin. Il y a les tenants de vaccins en RDC, on les laisse, c'est leur choix. La vie, elle est faite de choix. Notre choix à nous, c'est de chercher sur le continent africain quelles sont les solutions qui peuvent être utilisées, exploitables chez nous, au lieu que nous puissions tout importer. Non, on ne doit pas toujours continuer à une dépendance sanitaire, une dépendance scientifique. Et c'est ça que j'ai toujours continué. Je continue à prôner cette nouvelle génération des insoumis des chercheurs africains, des insoumis des scientifiques africains qui ne veulent pas tout accepter en fait. Il y a d'autres théories qui méritent d'être contredites. Donc nous avons proposé cela pour que ça soit développé sur le continent africain. Et parmi les pays, et donc, aujourd'hui quand même, après plusieurs entretiens avec lui, je peux le dire, vous pouvez demander au prix Nobel, Dr Mukwege, qui avait proposé une solution africaine à l'équipe de riposte quand il était encore le responsable de l'équipe de riposte du site Kivu. Nous l'avons écrit un mail, il avait répondu à l'époque, il avait envoyé la solution dans la commission scientifique. La même chose que nous avons fait, nous l'avons fait aussi au Madagascar. Mais la rapidité d'action, parce qu'il y a
l'information et la rapidité de l'exécution de cette information. C'est ce qui a fait la différence en fait du président malgache. C'est pas parce que lui, il a eu l'inspiration divine, non. Il y a eu quand même des gens qui lui ont dit, si vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, vous pouvez arriver à résoudre tel ou tel problème. Mais non, après, qui est maintenant l'identité. Je crois que chaque peuple veut avoir savoir son identité. On peut appeler ça Covid Goma ou Covid organique Goma, Covid organique Madgas, c'est juste un nom. Mais là-dedans, c'est quoi la solution miracle? Ou c'est plutôt, c'est quoi les molécules qui agissent? C'est les molécules qui se trouvent dans la plante Artemisia. Lorsque nous avions dit que voilà le protocole qui est utilisé de l'autre côté, c'est nous qui l'avons proposé, il y a les gens qui en ont fait une carrière carrément. Pour aller au Madagascar, non, Jérôme Mnyang a menti. Qui vous a dit que moi j'ai fabriqué le Covid organique? Je dis Covid organique est à 99%, je peux même dire 95% constitué de l'artémisia. Constitué de l'artémisia. Or, on dit un chercheur est reconnu par le nombre de ses publications. Allez sur internet, tapez Artemisia, lequel des chercheurs qui va arriver en première position. Vous n'allez même pas trouver un chercheur malgache là-dedans. Cherchez, je vous fais un défi, je suis encore à Goma. Quelqu'un qui trouvera une seule publication d'un chercheur malgache sur l'Artemisia, venez. Je vais retirer mes paroles. Mais vous allez trouver chercheur congolais, chercheur congolais, chercheur congolais, chercheur congolais, chercheur congolais. Voilà la réalité en fait. Voilà ce qui s'est passé. Moi, je ne me suis pas dit que voilà, j'avais fabriqué le Covid organique. Non, je n'ai pas fabriqué Covid organique. Je ne l'ai jamais dit. J'ai dit les protocoles. Mais quand on dit le protocole, vous voulez chercher autre chose. Est-ce que Jérôme Mnyang était au Madagascar? Si on vous dit qu'il n'était pas au Madagascar, non, Jérôme Mnyang est menteur. Je t'ai dit protocole. Moi, je t'ai dit que j'ai pris l'avion pour aller au Madagascar. Non. Voilà un peu ce qui a été polémique tout autour. Et qu'est-ce qui est arrivé avec un jeune président, et qu'il est le président malgache, il a trouvé de ça comme un moyen. Aujourd'hui, c'est toutes les nations qui veulent un peu se désolidariser de cette solidarité internationale, entre guillemets. Je vis en France, l'Allemagne, j'étais juste à côté en tant que médecin, que la France et l'Allemagne refusent de l'aide à l'Italie. L'Italie est partie chercher de l'aide au Kiba. Parce que dans cette période de pandémie, chacun devait d'abord compter sur soi-même. Si ses propres efforts, si ses propres compétences scientifiques. Donc, et vous allez aux États-Unis, la polémique tout autour aujourd'hui sur qui attaque aujourd'hui l'OMS? Ce n'est pas les nations africaines, c'est les États-Unis. Pourquoi les plus grands bailleurs de fonds attaquent l'OMS? Pourquoi? Il faut se poser des questions. Donc, nous sommes face à cette dictature où il faut imposer des choses. Et de l'autre côté, il y a des grandes organisations internationales qui, bien sûr, sont là pour réguler un peu certaines situations. Mais elles ne seront pas toujours là pour que nous puissions venir téter à l'air mamelon. Non, pas toujours. Non, pas toujours. Voilà un peu la réalité par rapport à cette histoire des polémiques tout autour sur l'Artemisia, ainsi de suite. Nous avons proposé cela, ça a marché et ça marche jusqu'à aujourd'hui. Et ici à Goma, je donne rendez-vous à tous les gens qui veulent faire une étude de savoir combien de personnes que nous avons prises en charge ici à Goma. Pas avec la chloroquine, pas avec l'azithromycine ou avec uniquement avec l'Artemisia. Ici à Goma. À Bukavu, on n'a pas eu des patients. À Bukavu, on n'a pas eu des patients. Et nous étions parmi les premières équipes à demander aussi que le coronavirus peut être traité par les traitements standards de la malaria. Vous donnez, je mets quiconque a un défi qui soit médecin, vous donnez de l'artésinate à quelqu'un qui a Covid, il guérit. La quinine, il guérit. Parce qu'il y a des ressemblances entre le coronavirus et la malaria. Je ne vais pas entrer en détail en tant que scientifique. Ça, c'est un débat qui est réservé aux initiés scientifiques.
d'autres questions, je crois que je répondrai je sais pas, en fait, s'il y a d'autres idées, je crois que je peux les développer lors de vos questions. Voilà un peu en résumé ce que nous sommes en train de faire. Nous proposons une solution et quand nous sommes rentrés en RDC, nous avons demandé au président de la République qu'on fasse des essais cliniques. C'est ce qu'on a commencé à faire à Kinshasa. On fait ça ici à Goma. On fait ça à Bukavu et je crois qu'on va l'étendre sur tous les autres, plutôt sur toutes les autres provinces de la RDC qui sont touchées, avec comme objectif que nous ayons nos propres solutions à nos problèmes. Merci beaucoup, docteur. Je peux vous dire aujourd'hui, personne ne maîtrise le coronavirus, le SARS-CoV-2 ou CoV-3 que nous avons à 100% aujourd'hui. Sinon, on allait déjà avoir toutes les solutions. Pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à avoir même l'unanimité scientifique sur la prise en charge? Il y a un moment, non, l'hydroxychloroquine, c'est pas une solution. Alors de l'autre côté, non, c'est la solution. Non, aujourd'hui, ce sont les corticoïdes qu'il faut donner, ainsi de suite. Oh non, c'est l'autre côté, c'est l'artémisia. Et non, donc, nous sommes face à une souche virale et nous sommes en train d'apprendre avec. Alors, on peut constater, comme ça a été observé dans plusieurs pays, on peut constater que vous allez avoir l'impression, c'est comme si vous limitez les dégâts. Donc, il n'y a plus de cas de contamination. Attention, il peut y avoir ce que voilà, d'autres personnes appellent aujourd'hui deuxième vague. Vous avez vu combien de pays qui ont déconfiné et qui ont réconfiné, en parlant de Madagascar, les gens utilisent ça comme modèle aujourd'hui, comme les talents pour dire que voilà, telle solution n'a pas marché, ainsi de suite. Mais là où l'hydroxychloroquine, aux États-Unis, ils n'ont pas utilisé, en France, ils n'ont pas utilisé l'artémisia. Mais aujourd'hui, vous avez 8000 cas par jour en France diagnostiqués. Et ils sont en train d'aller vraiment vers cette deuxième vague. Donc nous sommes face à un nouveau virus et nous devons faire tout pour comprendre ainsi de suite. Oui, les cas peuvent augmenter, mais nous sommes à combien dans la ville de Goma? Quel est le nombre d'habitants en fait, la population ici? 1 500 000. Demandez, on fait combien de tests par jour ici à Goma? C'est lorsqu'on veut voyager. Ah, c'est payant. Bon, il y a celle qui dit que si lorsqu'on veut voyager. Lorsqu'on veut voyager. Vous êtes, je mets en défi la communauté. Je fais ici à Goma sur un échantillon de 28 personnes. Parce que je fais deux études en fait. Il y a de l'autre côté, je cherche à comprendre comment l'artémisia, non, je cherche à démontrer comment l'artémisia fonctionne. Et de l'autre côté, je cherche un peu à comprendre pourquoi les Africains sont bien protégés. Et nous avons fait avec une entreprise locale, je n'ai pas eu l'autorisation pour citer leur nom, 28 personnes par patient, 28 personnes, et nous avons déjà, sur le 28 personnes, nous avons déjà trouvé 15 personnes qui avaient les anticorps, les 2 anticorps qui étaient exprimés. En d'autres termes, ça veut dire que la personne a été déjà en contact avec le virus, soit la personne est en train de faire la maladie, soit la personne est en train de guérir de la maladie avec ses propres anticorps. C'est ce que ça signifie seulement. Quel est le passeport immunitaire de la population? Je fais ça sur 28, j'en ai trouvé 15. Faisons ça sur 100 000 personnes, je vous jure qu'on va trouver 30 000, 40 000, même 50 000 personnes ici à Goma qui ont déjà contracté le virus et qui sont guéris d'eux-mêmes. C'est ça en fait. Donc le virus il circule, il est là, il est avec nous. Il est avec nous. Donc qu'on dise qu'il y a l'augmentation des cas, c'est le peu de cas d'ailleurs avec le voyage. Donc il y a beaucoup de cas qui viennent parce que personne ne veut voyager. Mais les autres qui ne voyagent pas, comment nous allons les diagnostiquer? Bon, donc nous sommes en train de chercher comment pour comprendre pourquoi il y a cela et surtout pourquoi les gens ne passent pas dans des formes un peu graves. Il y a les gens qui ont des virus, mais qui font rarement des formes graves de la maladie. Donc, les gens qui vont directement vers Covid. Parce qu'il y a coronavirus, vous pouvez avoir coronavirus, vous n'allez pas faire Covid. Comme vous pouvez avoir le VIH, vous n'allez pas faire le sida. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence, c'est la même chose. Je peux avoir le coronavirus aujourd'hui, mais je ne vais pas faire Covid.
Parce que j'ai un très bon système immunitaire qui me protège. Maintenant, nous sommes en train de chercher quel est le passeport immunitaire de la population de Goma, de Kinshasa, de Bukavu, ainsi de suite, pour qu'on arrive à expliquer cela. Monsieur Alain a dit quelle serait la bonne communication pour le Covid. Moi, je pense que c'est... il faut juste que, premièrement... Non. Ouais, je peux commencer par là. Nous avons très mal commencé la riposte. En croyant que c'est seulement la riposte sanitaire qui était plus importante. C'est faux. Aujourd'hui, je crois que la réalité nous a rattrapés. On a négligé toutes les autres composantes. On a négligé l'implication de la population. C'est pourquoi vous voyez que la population s'est dit cette maladie n'existe pas du tout. Parce que nous avons commencé une mauvaise stratégie de dire que c'est la riposte sanitaire seulement. On devait prioriser beaucoup plus la riposte sanitaire. Mais on devait impliquer tous les acteurs, tous les canaux de communication comme ça s'est fait dans d'autres maladies. Donc, la bonne communication devait consister vraiment à informer, à éduquer, à sensibiliser la population. Les canaux de sensibilisation, d'éducation n'ont pas vraiment suivi, ce qui fait que nous avons un système pyramidal des systèmes de santé en RDC et aujourd'hui c'est les sommets qui traitaient tout en fait. Ça devient difficile qu'on communique entre Kinshasa et les zones de santé. Si le corona devait suivre la voie normale du système de santé de la RDC, on allait avoir une très bonne communication. Mais aujourd'hui quand même, on est en train de rattraper certains retards dus à la communication. Et quel est le degré de certification? Bon, je peux dire, je ne sais pas si je peux m'écouter moi-même, où on peut quand même être très satisfait. Pour la première fois que nous avons pu arracher de la bouche de l'OMS l'Artemisia possible efficacité sur le coronavirus. C'est une phrase de l'OMS. Elle ne vient pas de moi. Pour la première fois que l'OMS se positionne, je ne peux pas dire pour, je ne peux pas dire trop pour, mais je peux dire au moins avoir une position neutre, celle que nous demandons toujours à l'OMS, c'est notre arbitre. Il y a dans ces combats scientifiques, d'un côté vous avez les détracteurs, de l'autre côté vous avez un peu le tenant d'une hypothèse. Donc les gens devaient s'affronter sur beaucoup plus de terrain scientifique. L'OMS pour la première fois nous a laissé cette opportunité de démontrer scientifiquement qu'une solution comme la tisane d'Artemisia peut être une solution alternative dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Bon, par rapport au Madagascar, ce que je viens de dire tout à l'heure, il y a plusieurs réalités. Et arriver à un degré des gestions des intérêts des uns des autres ou avoir la casquette d'un chef d'État africain, c'est pas facile. Il y a énormément de pressions que les gens peuvent subir de gauche à droite. Mais ce que nous sommes vraiment contents, que aujourd'hui, l'Artemisia, il y a 3-4 jours, l'une des stars françaises qui s'appelle Juliette Binoche, qui est d'ailleurs, les gens qui ont regardé les documentaires Malaria Business, la voix là, c'est l'une des stars du cinéma français qui s'appelle Juliette Binoche, qui nous aide énormément. En moins, grâce à Covid, l'Artemisia est entrée au Vatican. Il y a des images. Paris Match en a fait un article il n'y a pas longtemps. Libre, c'est pas Belgique qui a fait un article. Il y a même BBC qui vient de faire un article tout à l'heure sur cette histoire. Où les papes, l'une des phrases du Vatican que nous avons adoré, nous les tenants de l'Artemisia, le pape dit que l'Artemisia, c'est un cri, c'est un point d'intersection, d'un point de connexion vraiment entre un cri de la pauvreté et le cri de la terre. C'est que nous sommes en train de demander seulement qu'on laisse des solutions alternatives comme des plantes médicinales soient utilisées dans nos milieux ruraux, par exemple. Moi, je ne demanderai pas à quelqu'un qui est riche à Goma de prendre de la tisane. Il peut aller dans la pharmacie et payer ses médicaments. Mais je demanderai à cette personne qui est à Rutshuru ou à Massissi, je ne sais pas, à Kiwanja, qui n'a pas le médicament, d'utiliser de l'Artemisia parce que ça peut le soulager. C'est ça ce que nous voulons en fait. Nous ne voulons pas imposer.
Nous voulons juste demander que l'Africain doit être libre de se choisir son mode de traitement. Vous arrivez en Europe et personne ne vous impose un traitement, même pas votre médecin traitant. Il va négocier avec vous pour vous-même vous faire une piqûre. Mais pourquoi ici, moi, médecin, je dois devenir un roi? Je dois vous imposer tout. Non, c'est ça notre combat. Donc nous avons un sentiment de satisfaction aujourd'hui que les grandes institutions s'intéressent à cette question de l'artémisia. Parce que quand nous avons commencé ces combats, personne ne nous écoutait. On ne nous laissait même pas le plateau pour parler. Mais après 2 ans, ce sont des grandes interviews, de grands médias du monde entier qui se sont intéressés. Et aujourd'hui, ce qui est très important pour nous en tant que chercheurs, vous avez l'Institut Max Planck de l'Allemagne qui fait un essai clinique sur l'artémisia. L'Université de Kentucky qui fait l'essai clinique sur l'artémisia. Au Danemark, on fait un essai clinique sur l'artémisia. Au Mexique, on fait un essai clinique sur l'artémisia. Ça vient d'où? D'un petit fou congolais qui s'est réveillé un jour pour dire ça peut marcher. Qu'au Mexique, au Danemark, à Kentucky, les grands scientifiques aujourd'hui se mettent ensemble, tout autour d'une table, qu'on discute, qu'on propose, qu'on fasse des avancées scientifiques. Ça, je suis satisfait.